et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des blessures d'Anthony Edwards et de Cade Cunningham, des Lakers de Los Angeles, et on va retrouver le petit quiz actu qu'on avait tenté l'autre jour. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on va entamer tout de suite parce que le temps presse, il y a des choses à faire à droite à gauche pour toi et moi. Et donc c'est parti, on commence avec les blessures d'Anthony Edwards et Cade Cunningham. D'abord Anthony Edwards qui a une inflammation au genou droit. Il devrait manquer au moins 1 à 2 semaines avant d'être réévalué. Anthony Edwards a joué 58 matchs cette saison, mais la NBA n'en compte que 57 parce qu'il était sorti au bout de 3 minutes dans une rencontre disputée le 26 octobre dernier. Donc son éligibilité pour les trophées et le All-NBA Team et tout ce qui s'ensuit pourrait être compromise pour lui également. Décidément, ça commence à faire beaucoup de joueurs qui vont être concernés par cette éligibilité, où je pense très sincèrement que cette barrière des 65 matchs va être totalement revue et corrigée dès la fin de la saison. Je vois pas comment on peut vivre une saison pareille avec tout ce qui se passe et de ne rien voir bouger derrière. Bref, s'il manque 2 semaines, il restera environ 7 matchs à jouer pour les Wolves qui sont à la lutte au classement à l'ouest. Pas d'inquiétude côté Minnesota cependant, parce qu'il n'y a pas d'informations sur le fait que cette blessure soit autre chose que une inflammation au genou et que ça va s'étendre au-delà, notamment pour les playoffs. Donc, on touche du bois, Charlie, j'ai envie de dire, du côté de Minnesota, et ils espèrent terminer la saison bien, parce que ça bataille à l'ouest. C'est très sérieux, la baston, là. Bah ouais, le timing est vraiment pas bon en fait, parce que tu l'as dit, c'est vraiment la bataille à l'ouest. Aujourd'hui, les Wolves y sont engagés dans la course 3e et 4e place, avec d'autres équipes qui sont plutôt en bonne forme, notamment les Lakers, et franchement, il n'y a aucune marge de manœuvre, en fait. Faire une mauvaise série pour une de ces équipes, c'est quasiment synonyme de perte de l'avantage du terrain pour le premier tour des playoffs, et même si on veut envisager le scénario catastrophe, il n'y a quand même pas un écart qui est énorme avec les Suns 7e, et je veux dire, Anthony Edwards, s'il rate au moins deux semaines, comme ça a été évoqué par Shams Charania, il va quand même louper des sacrés matchs, parce que dans les 2 semaines, il y a Boston, il y a Houston, il y a Détroit, c'est des affiches qui sont pas faciles, et encore, rien de garantit qu'il soit de retour dans ce timing-là, parce que on sait qu'il va être réévalué dans 1 ou 2 semaines. Ça, c'est pas du tout une garantie de retour dans ce timing-là, et si ça venait à se prolonger, alors là, pour le coup, il y aurait vraiment non seulement plus de marge pour le classement, mais il y aura plus non plus de marge pour reprendre du rythme avant les playoffs. Donc on va voir comment ça va se passer. Anthony Edwards, c'est un phénomène physique, il va peut-être se remettre rapidement, et si l'absence est courte, il y aura pas trop de problèmes à la reprise, mais bon, en fait, c'est comme toujours dans ce cas de figure-là, c'est mesurer la prise de risque, c'est hors de question d'anticiper son retour, parce qu'il faut surtout pas qu'il rechute ou qu'il joue en étant diminué par des blessures, mais en même temps, il y a quand même des sacrés objectifs au classement, là. Complètement, et c'est tout à fait les Suns, effectivement, qui sont les troubles faits dans cette histoire. C'est que personne n'a envie de prendre la place des Suns. Ah non. Personne n'a envie de se retrouver dans cette 7e place, qui veut dire que tu pars au play-in, un play-in que tu joues potentiellement contre les Clippers, une équipe que t'as pas forcément envie de jouer. On verra dans quel état ils seront à l'entrée du play-in, mais potentiellement c'est une équipe. Il faut que tu tapes Kawhi Leonard, c'est chiant quoi. Ouais. Et si tu perds ce match-là, il va falloir que tu te tapes soit Portland, soit Golden State. Donc pareil, c'est des matchs que t'as jamais envie de jouer. Les matchs à élimination directe, de toute façon en NBA, c'est toujours un piège potentiel. Surtout quand il y a un mec comme Steph Curry potentiellement en face, quoi. Voilà, t'as pas envie de te retrouver dans cette histoire. Donc cette qualification automatique, elle est précieuse pour toutes ces équipes-là. Et effectivement, les Wolves, est-ce qu'ils vont réussir à retrouver un semblant de rythme d'ici l'entame des playoffs? S'il reste à environ 7-6 matchs à jouer. De toute façon, l'urgence aujourd'hui pour Minnesota, c'est d'avoir Anthony Edwards en état de marche pour les playoffs, plus que de le faire revenir de façon précipitée au risque qu'il empire une blessure, quoi. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Quand tu regardes un petit peu les propos des uns et des autres, ils n'ont pas l'air inquiets sur la gravité et le potentiel de voir cette blessure partir en cacahuète et partir en autre chose, quoi. Non, et puis vraiment, on parle d'un mec qui est pas coutumier des blessures, physiquement, c'est un animal, Anthony Edwards, je veux dire, il est monstrueux, quoi. Donc bon, c'est moins inquiétant que sur d'autres profils, dirons.
Et c'est là où le recrutement d'Ayo Dosunmu, tu vois, l'autre fois on Ouais, critiquait Houston tout de à ne pas fait. avoir bougé à l'intersaison, enfin à la date limite des transferts, pardon. Euh, voilà, Ayo Dosunmu, tu as ça dans ton effectif tout d'un coup. Et ben c'est cool pour Minnesota parce que c'est un mec qui tient quand même la route et mieux vaut Dosunmu que personne, quoi. Oui, c'est ça, exactement. J'allais te dire que personne. Ouais, ouais, non, mais je suis bien d'accord. Surtout qu'effectivement, Comment il il est bien. s'appelait le gars là? Dillingham, voilà, Dillingham qui faisait absolument pas l'affaire. Ah bah non, c'est le Donc, jour et la nuit. L'apport de Dosunmu depuis qu'il est arrivé, il est très intéressant et je suis complètement d'accord avec toi. C'est dans cette période-là qu'on va voir à quel point ce recrutement, il était très très important. tout à fait. Moins drôle, pour le coup, Détroit, c'est un pneumothorax dont souffre Kate Cunningham. C'est beaucoup plus inquiétant, pour le coup. Aucune durée n'a été précisée pour son absence pour le moment, en tout cas quand on enregistre ce numéro. Habituellement, j'ai regardé, ça peut varier entre 3 et 8 semaines selon les complications potentielles niveau santé. Il est sorti l'autre jour pour une douleur au dos. À la base, moi, je pensais qu'on allait parler de ça, en fait. Du fait que c'était pas cool, qu'il fallait espérer que ça soit pas une douleur au dos qui se prolonge et qui vienne surtout le freiner dans l'excellente saison qu'il est en train de réaliser chez les Pistons, où l'apport de Kate Cunningham, on le sait, toi, moi et tous les auditeurs, qu'il est absolument indispensable pour cette équipe. Et, euh, et quand je vois ça, je me dis, c'est quand même. Enfin, si tu rajoutes le fait qu'Isaiah Stewart est blessé au mollet, pareil, ça a l'air un peu tendre et on ne sait pas trop comment il va. Enfin, quand est-ce qu'il va revenir et si. On sait qu'avec ses blessures au mollet, la probabilité de se reblesser, elle est quand même assez élevée. Ouais, il doit être évalué la semaine prochaine, mais il n'y a aucune Voilà. garantie qu'il revienne dans ce timing-là, oui, bien sûr. Et très franchement, Charlie, si les Pistons venaient à cafouiller cette fin de saison sur des blessures, ça va beaucoup me contrarier. Si le numéro un de la conférence Est ne peut pas concrétiser la saison magnifique qu'ils sont en train de réaliser, c'est un truc qui va profondément me contrarier. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est inquiétant. Moi, effectivement, en fait, c'est difficile de se projeter parce que tu l'as dit, les précédents qu'on a eu avec un pneumothorax, bah, il y a quand même une vraie fourchette, tu vois. On sait pas s'il revient dans 2, 3 semaines, très bien. S'il revient dans 7, 8 semaines, c'est quand même vraiment beaucoup plus compliqué. Donc ouais, il va être évalué de manière assez fréquente mais c'est clair qu'il y a un monde où il revient pas avant le début des playoffs et dans ce cas, vraiment, ce serait Ouais, où il terrible pour revient Détroit. en cours du premier tour quasiment quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, dans Et quel encore, état, ouais, dans quel quel état? rythme. Exactement, exactement. Et ça, pour le coup, ce serait vraiment terrible parce que les Pistons, ils font une saison qui est magnifique. Alors, bon, quelque part, je vais presque te dire, si, tu vois, s'ils sortent au premier tour, bon, c'est pas dramatique parce que c'est une équipe qui est encore jeune Hmm. tu vois, mais ce serait, enfin, franchement, ça me crèverait le cœur, ce serait Ah terrible. mais Et en fait, ce qui est terrible, c'est que on le dit depuis très longtemps maintenant que un des défauts de cette équipe, c'est le manque de création, le manque de porteurs de balles derrière Cunningham. Et donc, c'est hmm. vraiment c'est la pire absence possible, en fait. On va bien voir comment se déroule sa convalescence. De mémoire, soit ça peut se résorber tout seul, un pneumothorax, soit ça nécessite une intervention, je crois. Donc, on Ouais, ouais, verra, ouais. j'imagine que tout ça va rentrer en compte dans la durée de l'absence. Franchement, j'espère vraiment que son retour va pouvoir se faire dans des bonnes conditions et surtout le plus vite possible, parce que si ça devait durer, ce serait terrible. Ils sont en train de faire une saison remarquable. Kate Cunningham, il joue à un niveau candidat MVP. Ouais, c'est terrible. Et ce qui est fou, c'est que l'année dernière, déjà, il s'était blessé à un timing relativement similaire, tu vois. Bon, il avait loupé beaucoup moins de temps, hein. Il avait loupé, je crois, une dizaine de jours et il avait pu reprendre le rythme assez rapidement. Il avait fait un premier tour de playoff très sérieux, mais c'est compliqué. En son absence, Détroit avait fait plutôt du bon boulot. Ils avaient plus que limité la casse. Ils avaient remporté plusieurs victoires importantes. Est-ce qu'ils sont capables là de faire la même chose dans une fin de saison? En termes de calendrier, je crois que c'est pas affolant, hein, mais bon, il faut quand même pas se louper et ça va être intéressant de voir comment ils s'en sortent sans lui. Ça va être intéressant de voir est-ce que Jalen Duren, par exemple, peut prendre un rôle encore plus important, lui qui déjà depuis le All-Star Break tourne à 23 points, 11 points de moyenne. Mais moi, c'est surtout à la création que j'attends de voir qui va prendre le Hmm. relais, hein. Mais complètement. Et voilà, là c'est Dennis Jenkins ou Marcus Sasser qui est censé combler la brèche, mais bon,
Bah, de toute façon, la réponse, elle sera collective. Enfin, tu vois. Voilà, Kate Cunningham, tu peux pas remplacer 25 points, 10 Mais non, passes, 6 rebonds par match et 1,5 interceptions. non. Tu fais pas ça comme ça, quoi. Personne dans cet effectif peut Et faire lui ça. c'est pareil. Lui, il est à 60 matchs dans la saison. C'est-à-dire que si jamais il ne rejoue pas d'ici la fin, Ouais, mais c'est anecdotique, ça. il est inéligible. Non, 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 mais juste pour remettre une couche sur cette Ouais, 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 barrière non, des mais t'as 65 raison. matchs qui est vraiment... Je n'en peux plus de parler de cette histoire de 65 matchs, je n'en peux plus de lire ça partout. Oui, il y a un compte à rebours, ça y est, s'il loupe encore 2 matchs, 1 match, 3 matchs, 5 matchs, c'est inéligible. J'en peux plus. J'en peux plus de ce truc, ça me Ouais, gave. ouais. Je trouve que c'est devenu un truc qui était censé être une idée un peu sympa pour éviter le load management est devenu une prise de tête phénoménale et un truc qui empêche des joueurs. Aujourd'hui, c'est quoi la justice ce serait quoi la justice de voir Kate Cunningham? Alors, je sais bien, c'est pas ça qui est important, tout ça. Mais ce serait quoi la justice de voir un mec comme Kate Cunningham ne pas être récompensé pour la saison qu'il est en train de pondre avec Détroit? Et pour Détroit, enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'es fan de Détroit, t'es en train de faire une saison où t'es numéro 1 à l'Est sur la quasi-totalité de l'exercice, et au pire moment, à un mois des playoffs, il y a ton franchise player qui est out pour une durée indéterminée, t'as ton pivot remplaçant qui est une clé déterminante de ta défense, notamment en sortie de banc, euh, qui potentiellement, tu sais pas trop s'il va être sur une jambe ou si ça va tenir pendant X séries de playoffs qu'ils vont faire. Enfin bref, j'ai le cœur, j'ai le cœur blessé pour les fans des Pistons. Moi qui est dans ma vie de fan déjà connu ce genre de désillusion, c'est très très dur. Quand tu suis une équipe, quand ta franchise coche toutes les cases pour faire une grosse saison, une grosse campagne de playoff, et que arrivé près de la ligne de départ, t'es déjà en train de tituber et potentiellement de chuter, c'est pénible. Ouais, non, mais J'espère c'est clair. vraiment que ça va pas se passer comme ça pour eux. Bah, ouais, c'est ça. Après, si on veut voir les choses du côté positif, à la limite, on peut se dire que cette période sans lui va les forcer à s'adapter, à trouver des solutions. Tu vois, peut-être qu'un mec comme Caris Levert, qui a pas le même profil, mais qui est capable de créer du jeu aussi, et qui a globalement du mal cette saison, peut profiter de cette période pour monter en puissance. En tout cas, il faut leur souhaiter, parce que avec ou sans Kate Cunningham en playoff, ils auront besoin de solutions alternatives. Mais écoute, ouais, ça va aussi être un bon test pour les ressources mentales de ce groupe d'ailleurs, hein, parce que là c'est un Ouais. énorme coup dur, hein, c'est un sacré taquet sur la nuque et ils peuvent pas du tout se permettre de se démobiliser. Et donc ouais, enfin tu vois typiquement, je suis plus confiant sur la capacité des Wolves à faire front à l'absence d'Anthony Edwards par exemple, parce que c'est un groupe Hmm. qui a plus de vécu, plus d'expérience collective. Pour Détroit, là c'est vraiment un gros test sur la résilience de ce groupe. Et puis, Kate Cunningham, il est, je sais pas, Ah mais il est il était. indispensable. Oui, voilà, enfin, c'est le cœur battant, c'est lui qui nourrit le jeu de cette équipe, quoi. Ouais. Alors j'ai regardé, Il est indispensable. sur les matchs qu'ils ont joués sans lui pour l'instant, cette saison, ils s'en sortent pas trop mal. Bon, il y a une défaite Hmm. face aux Clippers d'une façon honnête, mais sinon, ils ont remporté quelques victoires. Mais c'est clair que c'est... Enfin, s'ils doivent aborder le premier tour des playoffs sans Kate Cunningham, c'est vraiment catastrophique. Et là, je peux te dire que toutes les équipes du play-in, là, elles se disent, oula, alors là, alors là... Ouais, puis ça va me saouler parce que franchement, Détroit, New York, l'an dernier, c'était un des meilleurs premiers tours de ces playoffs et de très très loin. Et ce groupe-là, Kate Cunningham, Jalen Duren, ce groupe des Pistons, c'est vraiment de l'or en barre en playoff. C'est un gros kiff. Et j'ai pas envie d'être privé de ça, en fait. J'ai pas envie d'être privé de ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça va vraiment me contrarier si ça devient problématique parce que j'ai pas envie d'être privé de Kate Cunningham et des Pistons en playoff. J'ai envie de les voir disputer la conférence Est avec tous les autres. J'ai envie qu'ils soient là, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair, hein. Et pas, oh mon Dieu, cette pauvre équipe, il leur manque Kate Cunningham et Isaiah Stewart. Quelle chance ils ont, zéro. Ok, c'est chiant, quoi. Donc voilà.
On va parler de Luka Doncic et des Lakers avec 9 victoires sur les 10 derniers matchs et désormais une vraie prise en main sur la troisième place de la conférence Ouest. Les Lakers de Los Angeles semblent avoir trouvé leur rythme au meilleur moment possible. C'est complètement le contraire de Détroit pour le coup. Dans une saison marquée par les blessures, le manque de constance défensif ou encore les interrogations sur la possibilité de voir le trio Austin Reeves, LeBron James, Luka Doncic tourner à plein régime à un moment donné ou pas, cette équipe des Lakers vient de signer une série impressionnante de victoires face à des équipes en course pour les playoffs, qui sont des adversaires directs dans ce classement, notamment face à Denver, Minnesota, et là, il y a eu Houston, il y a eu 2 matchs à Houston qui ont été absolument incroyables. Au cœur de cette embellie, il y a un joueur en particulier, Luka Doncic, qui enchaîne les sorties défensives, offensives, sacré dont il a le lapsus. secret, avec une production ces derniers matchs digne des plus grands coups de chaud de Kobe Bryant. Mais justement, personnellement, c'est défensivement que le joueur slovène m'impressionne le plus. Et c'est marrant parce que quand tu écoutes JJ Redick, quand tu regardes un petit peu les schémas que mettent en place actuellement les Lakers, avec le coaching staff, ça me fait penser à ce que je vois du côté des Nuggets avec Nikola Jokic. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de ces limitations défensives qui sont connues, et ils essayent vraiment de faire en sorte de l'installer dans des schémas où ils mettent en avant ses qualités. Par exemple, il est bon dans la contestation des tirs. Et en même temps, ils essayent parfois de le mettre sur des spot-up shooters ou des mecs qui ont aucune responsabilité à la création pour essayer de diminuer justement son minus en défense. Et je trouve ça absolument pertinent de la part de JJ Redick et du coaching staff. Et c'est ça, au final, l'objectif pour les Lakers aujourd'hui. C'est d'avoir à disposition des rotations avec Luka Doncic, capable de tenir la distance défensivement, pendant que de l'autre côté du terrain, il terrorise les défenses adverses avec son talent offensif hors du commun, sans que personne ne soit en mesure de l'en empêcher. Je finirai en soulignant que de voir Reeves, LeBron James et Luka Doncic parvenir à jouer ensemble, à mettre en valeur les talents de chacun, à trouver le bon équilibre sur le terrain, est probablement un des développements les plus importants de cette fin de saison, parce qu'on sait tous qu'un Luka Doncic en forme représente un sérieux problème pour tous les concurrents. Et si en plus, il peut compter sur l'expérience et l'intelligence exceptionnelle de LeBron James sur le parquet, les Lakers peuvent vraiment être un adversaire plus redoutable que moi, personnellement, j'aurais pu le croire il y a un moment de ça, quoi. Et là, ça fait 2, 3, 4 semaines maintenant que les Lakers, ça devient très, très sérieux. Ouais, bah, je pense qu'effectivement, ils ont jamais été aussi effrayants pour la concurrence qu'en ce moment. Là, on vient de parler de 2 joueurs et par extension de 2 équipes qui vivent un vrai coup d'arrêt. Côté Lakers, c'est l'inverse. La montée en puissance est vraiment sérieuse depuis un moment. Dans le sillage, évidemment, d'un Luka Doncic qui est intenable. Tu l'as dit, 7 victoires consécutives, une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Il y a aussi une victoire contre les Knicks, d'ailleurs, dans cette série. Ouais. Ils se sont mis à défendre, 8e defensive rating sur les 10 derniers matchs, devant les Spurs par exemple. Ça peut paraître anodin pour beaucoup, mais franchement, quand on voit d'où partait l'équipe et l'absence totale d'efforts défensifs constatée à de nombreuses reprises cette saison, bah c'est clair que les voir se bouger un peu, ça fait du bien, et c'est évidemment le meilleur timing possible, hein. On est à quoi, un mois des playoffs, là, c'est très bien. Sur le cas Doncic à proprement parler, je vais pas être très original, mais il est incroyable. Sur le mois de mars, donc sur un échantillon de 10 matchs, il est à 35 points, 9 rebonds, 8 passes, 49% au shoot, 39% à 3 points. En plus, il fait gagner son équipe. Il suffit de regarder les derniers matchs, hein, contre les Nuggets, il met le tir de la gagne. Contre Houston, il est l'élément moteur du run des Lakers. Enfin, il est vraiment à un niveau extraordinaire, et comme tu l'as dit, il fait aussi nettement plus d'efforts défensifs qu'en début de saison. Alors attention, hein, ça reste un défenseur moyen, très moyen même pour rester poli, mais il se bat, et le fait qu'il se batte, qu'il ait la volonté de faire les efforts défensifs, c'est forcément positif, et c'est pas anodin si ça correspond avec la meilleure période de l'équipe sur ce plan-là cette saison. Hein. Doncic, c'est le leader de cette équipe, et le fait que ses coéquipiers le voient faire ses efforts, c'est important pour la mentalité du groupe. En plus, comme tu l'as dit, JJ Redick a bien pensé les choses pour limiter pour minimiser ses limites en tout cas. Donc évidemment, la question que tout le monde se pose en voyant cette montée en puissance des Lakers, c'est de savoir si oui ou non ils peuvent jouer les troubles faits en play-off.
Moi, en tant que supporter, j'ai envie de te dire oui, qui, pour une raison qui est simple et qui est avant tout l'état de la concurrence entre Denver, qui n'a jamais vraiment donné l'impression d'être en maîtrise cette saison, les Rockets, que j'ai du mal à voir performer en playoff sans vrai meneur et avec cette attaque très statique, les Wolves, dont je persiste à penser qu'ils sont moins dangereux que les saisons précédentes. Bon, forcément, si les Lakers finissent très fort en gommant certains de leurs défauts, notamment défensifs, avec une adresse extérieure en hausse, un LeBron qui accepte d'avoir un rôle plus secondaire que par le passé, au service notamment de la paire Reeves et Doncic, bah écoute, oui, la possibilité de les voir faire des gros playoffs prend de l'ampleur. Alors je précise quand même que je les vois pas du tout aller concurrencer une équipe comme OKC. Quand je dis faire des gros playoffs, je les vois pas champions du tout, c'est pas le cas. Mais c'est clair qu'aujourd'hui à l'Ouest, je pense que aucune équipe n'est contente de voir l'état de forme actuel des Lakers, et surtout l'état de forme actuel de Luka Doncic, parce que c'est vraiment le genre de mec qui fait basculer des séries de playoffs à lui tout seul. C'est un poison, ce type. Ah, il est incroyable. C'est un poison génial Ah oui. à avoir. Pour ceux qui suivent Luka Doncic depuis un temps, c'est pas une surprise. Après, voilà, il faut rappeler qu'il a eu des pépins physiques, il faut rappeler qu'il a mis du temps à se remettre en jambes, à retrouver son rythme. On a su également récemment que dans sa vie personnelle, ça n'a pas toujours été la fête, loin de là même, et Oui. qu'il a aussi ces problèmes-là à régler qui sont prenants. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un être humain, donc forcément, Ah oui, ça impacte forcément. quand c'est ton noyau familial qui est en train d'exploser, bah c'est jamais évident de faire abstraction de tout ça quand tu es sur un terrain de basket. Mais on voit bien ce joueur à quel point il est extraordinaire. Et à partir du moment où tu as un coaching staff, et c'est ce qu'on avait vu à Dallas, quand il y avait cette équipe qui était parfaitement construite et qui l'a menée jusqu'en finale face à Boston. Et pourtant, il était blessé pendant ces playoffs-là. Il était blessé, je me souviens, à la jambe, au genou, je crois. Voilà, on voit bien Luka Doncic, et depuis le début de sa carrière en NBA, de toute façon, on voit bien que ce joueur, à partir du moment où il est sur un terrain de basket et qu'il a la balle entre les mains, il est capable de gagner n'importe quel match. Il suffit qu'il soit dans le coup. Pourquoi les Lakers aujourd'hui sont troisième? C'est aussi beaucoup pour ça. Il y a un moment, tu voyais leurs statistiques, ils avaient presque un ratio négatif entre l'attaque et la défense, Ouais. mais t'avais un gars qui, dans les 5 dernières minutes, arrivait toujours à poser des problèmes insolubles pour l'équipe adverse. C'était Luka Doncic. Le mec qui faisait chier tout le monde avec ses tirs, tu peux pas l'arrêter. Ah ouais, Et non, mais c'est clair. c'est pas se lever. Et aujourd'hui, là, ce qui me fascine dans cette équipe des Lakers, c'est qu'on a l'impression de voir un espèce de groupe qui prend corps, et c'est exactement ce que tu veux quand tu approches des playoffs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Doncic, Austin Reeves, LeBron James. Ce trio-là, il fonctionne. C'était la colonne vertébrale de leur effectif et de leur collectif. Il fallait que ce trio fonctionne pour avoir la suite. Sans ça, il n'y a rien qui fonctionnait. DeAndre Ayton, il a commencé la saison, on s'est dit, putain, on en a eu tort sur DeAndre Ayton, il est pas mauvais en vrai, et là, il monte des belles choses et tout, c'est cool, il a compris. Ensuite, il a complètement chuté, il est totalement retombé dans ses travers, il se battait pas au rebond, il faisait à moitié la tronche, ou tu sais pas ce qui lui passe à travers la tête, mais le mec fait pas ce qu'il faut, clairement. Il agace tout le monde. Tu voyais Doncic qui perdait patience à de nombreuses reprises. Et là, tout d'un coup, hop, tu sens que il a compris des choses, ça se repasse bien, il est dans les bons coups, il est de nouveau une menace sur les passes lobées, dans la verticalité, et c'est très très cool. LeBron James ne rechigne pas à être dans le corner, à faire les coupes qu'il faut. Puis alors le mec, il a le QI d'un ordinateur gonflé à l'intelligence artificielle. Alors forcément, le gars, il est tellement brillantissime que il peut aider à la création sur le terrain, en plus de Doncic et Reeves. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui, pour moi, change tout dans les 10 matchs qu'on est en train de voir ces derniers temps, c'est qu'il fait ça tout en restant en retrait. Il le fait que quand c'est nécessaire, quasiment. Et c'est brillant de sa part. Il laisse Doncic et Reeves faire leur jeu, et lui arrive en comblant les brèches, ainsi de suite. Et puis après, tu as Hachimura, Marcus Smart. Marcus Smart, aujourd'hui, il est dans un des 5 les plus... qui du moins a un ratio positif pour cette équipe. Luke Kennard, qu'ils ont récupéré en cours de saison, qui est un très très bon apport, parce que le mec, t'as l'impression qu'il rate jamais un 3 points. Ouais. C'est cool. C'est très 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 cool ce qui se passe chez eux là. Alors, Chez vous, quoi, parce que oui. là, tu vas me casser les bonbons maintenant que
T'es en train de nous marcher dessus avec les. Enfin, je parle des Nuggets. Hein. Si on a un 3-6 Nuggets Lakers, Charlie, ça va très mal se passer le podcast. Non mais en Ça fait, va être la guerre. moi je suis d'accord, mais en même temps, je veux pas m'enflammer. Je veux pas m'enflammer parce que déjà tu l'as dit, Ayton, oui là c'est très bien. Combien de temps ça va durer? Parce que effectivement, il y a eu un moment dans la saison où on disait ah bah ça y est, il a enfin compris, et puis après il est retombé dans ses travers. On n'est pas à l'abri du fait que ça recommence comme ça? C'est un peu l'ascenseur émotionnel avec lui. Moi, la vraie question, c'est de savoir si tout ça va tenir, en fait. Est-ce que JJ Redick et son staff peuvent continuer à faire progresser l'équipe défensivement? Est-ce que LeBron est capable d'accepter ce nouveau rôle sur la durée? Parce que, oui, je suis d'accord, depuis son retour, il fait tout ce qu'il faut, LeBron, sur le parquet. C'est remarquable pour un joueur comme lui, mais est-ce qu'il peut le faire sur la durée? Est-ce qu'il peut le faire en play-off? En fait, est-ce que... C'est surtout le rôle idéal qu'il aurait dû prendre dès le départ. Enfin, je veux dire. Oui, mais ça, d'accord, mais là... J'essaie de dire du bien de LeBron James, mais. Oui, non, mais voilà. intrinsèquement, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile à dire que... Enfin, tu vois, je dis pas ça en critiquant sa mentalité, hein, mais pour faire la carrière qu'il a fait, il y a forcément de l'ego, il y a forcément une confiance en soi colossale. Accepter de prendre un pas de recul dans le jeu et se mettre au service de ses coéquipiers, franchement, s'il le maintient jusqu'à même en play-off, etc., je trouverais ça remarquable. Maintenant, même comme ça, je suis désolé, mais JJ Redick, il va devoir faire des choix forts en play-off. Et est-ce que vraiment tu peux terminer les matchs avec ce trio sur le parquet? Est-ce que défensivement, carrément. ça tient vraiment la route? Oui, mais d'accord, mais si tu peux pas, justement, est-ce que JJ Redick, il a les épaules pour bencher LeBron dans les fins de match? Ou alors est-ce que c'est Austin Reeves qui va se retrouver benché, alors que, a priori, quand même, les Lakers comptent sur Austin Reeves à l'avenir? Tu vois, pour moi, tout ça, ça va être des vraies questions, et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de trop m'enflammer. Et moi, je suis désolé, mais dans l'absolu, s'il y a un premier tour entre Denver et les Lakers, bah, je croise les doigts pour que Denver ait pas réglé ses problèmes, parce que, en termes d'effectifs, sur le papier pur et simplement, je suis désolé, mais je mets Denver gagnant tous les jours. S'ils ont réussi à trouver leur rythme, s'ils ont réussi à être en forme au bon moment, bah, ils viennent de perdre contre Memphis, Charlie. Donc, oui, mais d'accord, mais bon. C'est un mauvais moment pour. Ouais, mais n'empêche faire un bilan là. Ils ont tapé les Lakers il y a quoi? Il y a 3 semaines, 2 semaines. Non, bien sûr, oui, bien sûr. Ça, c'est pas fait. Ah bah non. J'ai envie de m'enflammer parce que Luka Doncic, quoi, tu vois, voilà, j'ai envie de m'enflammer parce que Luka Doncic, Marcus Smart, il est incroyable, tu l'as dit, Hachimura, il fait des choses qui sont très précieuses, effectivement, l'arrivée de Luke Kennard, elle a fait du bien, mais bon, en même temps, cette équipe, de toute façon, elle avait tellement besoin de shooting que c'était à peu près évident que ça allait faire du bien. Donc oui, sur le papier, je suis très content de ce qui se passe, et je préfère 1000 fois, évidemment, être dans la position des Lakers aujourd'hui que dans la position d'un fan de Denver, ou d'un fan de Détroit, ou d'un fan de Minnesota, il y a aucun problème là-dessus. Mais si demain il y a un premier tour entre Denver et les Lakers, je vais pas venir faire le fanfaron, tu vois, avant la série en te disant ah là on va vous plier. Ça ne va pas arriver. Non, c'est sûr. Ouais. Ce qui est certain, c'est que moi, j'avais du mal à voir la concrétisation du projet Lakers tel qu'il était constitué, et de voir ça aujourd'hui. Et j'ai envie de te dire, les victoires nourrissent les bonnes habitudes, les bons comportements. Oui. C'est un cercle vertueux après tout ça. C'est-à-dire que demain, s'ils sont en train de gagner, qu'ils sont en train de démembrer des équipes en play-off, oui, LeBron James acceptera de se faire bencher, et JJ Redick, je pense, n'aura aucun problème pour le faire, et que tout ça se passera extrêmement bien si ça va dans le sens de la victoire. C'est quand il y a de l'amertume, de la frustration et une incapacité de trouver des solutions que ça crée des problèmes. Ah oui, mais moi c'est justement ce cas de figure-là qui m'inquiète, tu vois. C'est s'il le bench dans un 4e quart-temps et que derrière les Lakers perdent le match, que ça soit à cause de ce choix ou non. A priori, ça sera pas à cause de ce choix, mais tu vois, ça sera difficile diplomatiquement. Enfin, c'est ça, c'est de la diplomatie, c'est de la politique, tout ça. Et franchement, si vraiment LeBron accepte ça, je trouverais ça absolument remarquable. Alors, pas au point de le voir faire une saison supplémentaire aux Lakers, hein, je te précise ça tout de suite, parce que je te connais, tu vas t'engouffrer dans la faille. Non, mais, pas du tout, je trouverais ça incroyable. Non, tout à fait. Et en termes de défense, tu vois, les Lakers, ils jouent encore 2 fois au KC là d'ici la fin de saison. Ça, pour nourrir la confiance, si t'arrives à aller chercher quelques victoires contre OKC, c'est pas plus mal, quoi. Mais complètement. Cette équipe des Lakers, je serais pas aussi enthousiaste les concernant s'ils n'avaient pas eu la qualité. Parce que l'autre fois, on parlait de la série de victoires des Hawks. Mais les Hawks, ils ont gagné contre des équipes de bas de classement, quoi.
Même si pour les Nuggets, même une équipe qui est en train d'essayer de perdre, c'est compliqué de gagner un match, quoi. Euh, les Lakers ont remporté des rencontres face à des équipes extrêmement sérieuses sur toute Ouais, c'est cette ça, c'est vrai. période-là. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, fait une grande différence. Et là, aujourd'hui, je vais dire, Houston vient de se prendre un coup derrière la tête dans ce match-up face aux Lakers. Terrible. Terrible. Ça met en. C'est drôle parce qu'on en parlait, toi et moi, très, très récemment. On en a parlé souvent, toi et moi, en off. Le fait que Kevin Durant n'est pas un créateur, qu'il a un problème de perte de balle et ainsi de suite. La stratégie de Redick face aux Rockets, c'était du bonheur. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. C'était du Et ça, bonheur. Je dis pas que je suis content de voir Kevin Durant galérer, mais ça fait des années maintenant que Kevin Durant n'a pas progressé dans cette création. C'est quand même un joueur très limité dans la création, dans la tenue du ballon. Et c'est pas ce joueur-là. C'est pas ce mec-là, quoi. Clairement. Et aujourd'hui, dans la NBA moderne, c'est indispensable de savoir faire ça si tu veux être une vraie option numéro un. Et ça paraît taré de dire ça concernant Kevin Durant. Mais je suis désolé, je le crois à 200% ce que je suis en train de vous dire. Je le crois à 200%. Kevin Durant, aujourd'hui, a des limitations qui sont dommageables. Qui sont dommageables quand tu dois porter une équipe en tant qu'option numéro un, quoi. après, il fait son âge aussi. Enfin, tu vois, non, il fait pas son âge, mais bon, c'est sûr Même que quand il si n'avait pas cet demain, âge-là, il avait les mêmes problématiques. oui, oui, non, mais quand Au tu dis, Thunder, déjà, tu vois, il perdait des ballons débiles. c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais maintenant, enfin, je pense qu'effectivement, dans l'idée, tu vas pas confier la responsabilité totale de ton équipe à un mec de cet âge-là. Mais non, mais sur les Lakers, Non. moi, en fait, c'est ça Et qui Durant me, a besoin d'un vrai créateur à ses côtés. C'est indispensable si tu veux avoir Kevin Durant dans ton équipe. ouais, Il tout à faut fait. quelqu'un qui tienne la balle et qui sache créer le jeu. Mais sur les Lakers, moi, c'est peut-être, en fait, c'est presque ça, tu vois, que je trouve le plus positif et le plus intéressant pour la suite. C'est d'ailleurs une question qu'on avait eue sur le dernier mailbag. Est-ce que vous faites confiance à JJ Redick pour créer une vraie équipe, un vrai Ouais, collectif autour de Luka Doncic? Bah, avec ce que JJ Redick est en train de montrer en ce moment, franchement, la réponse est oui. S'il arrive à faire fonctionner ce groupe qui, franchement, je suis désolé, mais ce groupe n'est pas adapté à une équipe qu'il faut autour de Luka Doncic. Il manque des vrais profils de free and D, il manque de la défense, il manque des profils comme ça. Mais s'il arrive à faire fonctionner ça, bah, j'avoue que j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner dans les années qui viennent si le front office fait un bon boulot de construction d'effectifs. complètement, ouais. Et je maintiens que LeBron, quelque part, est en train de jouer sa carte. Vous êtes sûr que vous voulez plus de moi la saison prochaine? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Bah, en fait, je pense que ça c'est Et il a pas vrai. tort. Et il a pas tort. Mais oui, Et il a pas tort mais, du tout. mais surtout que c'est un message C'est qui est pas une pas critique, juste. hein, quand je Non, dis mais je ça. sais, c'est pas un message qui est juste envoyé aux Lakers. En fait, c'est un message qui est envoyé à toutes les équipes Tout à aujourd'hui. fait. Je suis Tu vois, complètement c'est d'accord. aussi un message que t'envoies à Donovan Mitchell. Tu vois, c'est une manière de lui dire, hey, mon gars, si je vous rejoins à Cleveland, je peux me mettre à votre service aussi. Je peux faire les efforts qu'il faut. Enfin, tu vois, c'est un message qu'il est en train d'envoyer à aujourd'hui toutes les équipes de la ligue parce que son futur est extrêmement incertain et c'est sûr que là, il est en train de marquer des gros points auprès de beaucoup d'équipes. L'intelligence de jeu de LeBron James, quand il sait se tenir. Là, le fait qu'il est avec Luka Doncic, c'est quand même cool, quoi. C'est pas n'importe qui que les Lakers ont récupéré dans cette Oui, histoire. ah oui, bah ça, oui, ça. Et ce sera Anthony Davis. La fin de carrière de LeBron ne ressemblerait pas du tout à ce à quoi on est en train d'assister là. Très, très clairement. S'ils n'avaient pas fait le deal, si Dallas n'avait pas, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais Ouais, ne reparlons pas de ce deal. non, mais Tu vas je veux encore dire, passer une mauvaise soirée. non, mais c'est quand même cool de récupérer Luka Doncic pour sa fin de carrière, quoi. C'est top. Mais rendons grâce à LeBron dans le fait que il se montre actuellement, mais c'est absolument génial ce qu'il Ah, fait. c'est remarquable ce qu'il Je fait trouve et je ça m'y attendais génial pas. ce qu'il fait. Ah oui, c'est Je suis remarquable. le premier à critiquer quand il fait n'importe quoi pour dire défensivement ça tient pas la route et tout et tout. Donc il y a un moment, il faut savoir dire les choses quand elles sont pertinentes et positives et que le gars, et tu vois bien que il met son intelligence exceptionnelle au service du collectif. Il joue dans sa ligne. Il essaie pas d'en faire trop. Il est
et putain, à 41 ans, waouh, ça Ouais. reste, ça reste un sacré truc, quoi. Donc, non, non, très bien. Et, Ouais. et pour réagir aussi à ce que tu disais par rapport aux questions des auditeurs, franchement, quand on repense à toutes les questions des auditeurs, il y a plein de questions qui, aujourd'hui, à un mois des playoffs, se révèlent ultra pertinentes. Oui, tout à fait. Et sans vouloir faire mon gros faillot, je tiens à applaudir les auditeurs qui nous ont envoyé des questions. Parce qu'il y a vraiment des questions qui étaient vraies, enfin, qui aujourd'hui sont extrêmement qui révèlent un petit peu la saison qu'on est en train de vivre et toutes les questions qui habitent notre esprit au moment où on s'approche des playoffs. Bref. Non, On va mais faire le ouais. petit quiz. Oui, papa, Ouais, vas-y. non, j'allais juste dire, en fait, cette série de victoires là des Lakers, avec autant de confrontations face à des adversaires potentiellement directs en playoff, elle est aussi importante parce que là, dans le calendrier de fin de saison des Lakers, c'est quand même beaucoup de matchs contre des équipes de l'Est. Là, je crois que leurs 7 prochains matchs, c'est que des équipes de l'Est ou quelque chose comme ça. Donc en termes d'impact psychologique et de prise de confiance pour les playoffs, Tellement. cette période-là, elle est capitale, vraiment. Mais s'il y avait une période qu'il fallait gérer, c'est celle-là. Et ouais, tout à fait. Et ils l'ont passée, mais de façon mais absolument délicieuse, quoi. Alors là, il y a Miami, Orlando, Détroit. Après, tu as Indiana, Brooklyn, Washington. Après, tu te tapes Cleveland, Oklahoma, qui sera le 3 dans la nuit du 2 au 3 avril, donc qui sera peut-être en train de jouer encore un peu un truc. Tu as Dallas. Tu as à Dallas. Ça, ils vont encore morfler, les pauvres. Oklahoma, Golden State, Phoenix et Utah. Franchement. Disons qu'aujourd'hui, les Lakers sont sur une autoroute pour conserver la 3e place, Ah oui, oui, ce qui était quand même pas gagné il y a pas si longtemps que ça. je serais très surpris que ça ne se passe pas comme ça de leur côté. Le petit quiz pour terminer, des questions et des réponses qu'on essaye de faire assez rapides, mais voilà, pour parler de toute l'actualité, de tout ce qui taraude un petit peu les journalistes américains. Charlie, les Knicks ont-ils bien fait de virer Tom Thibodeau ou pas? Alors là, vraiment, je vais te faire une réponse extrêmement décevante, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est Ouais. le genre de choix qui ne sera validé ou non que par la qualité de leur Non, c'est parcours pas en décevant. playoff, quoi. En fait, c'est un peu facile comme réponse, mais pour moi, Non. c'est factuel, en fait. Ils ont fait le choix de se séparer de Thibodeau pour passer un cap en playoff, prendre un coach avec une approche différente. On va pas juger de la pertinence de ce choix alors que les playoffs n'ont même pas commencé. Ce serait injuste. Thibodeau, il a eu 5 saisons et ceux qui le défendent mettent en avant le fait que la progression était là sur les 3 dernières campagnes de playoff avec les Knicks. Il fait demi-finale, finale de conférence. Donc, je comprends les gens qui estiment que Thibodeau avait mérité de rester, mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour juger du travail de Mike Brown et on jugera de ça en fonction de la qualité de leur parcours. Complètement, complètement. Aujourd'hui, je pense que les Knicks ne sont pas si mal placés que ça dans la hiérarchie de la conférence Est. Surtout Comme tu, si Détroit doit vivre sans Kate voilà, Cunningham. Ouais. comme tu le dis très bien, c'est en playoff qu'on jugera cette équipe et pas à un autre moment. Quelque part, c'est comme ça, c'est tout. C'est là où on va voir si le fait de voir Mike Brown beaucoup mieux gérer l'allocation des minutes de ses titulaires, là, de travailler encore, parce qu'on voit qu'il cherche encore le bon 5 qui sort du banc, notamment là, il y a une grosse hésitation entre Josh Hart et Michael Bridges. Donc on verra les décisions qui s'imposeront à lui d'ici les playoffs. Je n'ai pas trop de je n'ai pas trop de doutes sur le fait que ça se passe bien d'ici la fin de la saison pour eux. Ça a l'air d'à peu près rouler. Il faut arriver en un seul morceau. Je pense que c'est ça l'histoire. Et puis après, on verra bien. On l'a déjà dit, les Knicks, ils n'ont pas confirmé que ce soit les leaders incontestés de cette conférence Est, clairement. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont être capables de faire exactement aujourd'hui. Euh, Comme tu l'as dit, si Détroit est freiné avec Kate Cunningham, Boston, mine de rien, on est très enthousiaste, mais Jason Tatum, il ne faudra jamais l'oublier, revient d'une blessure extrêmement compliquée. Cleveland souffle le chaud et le froid. Donc, je pense que New York a encore une carte à jouer dans cette conférence Est et que ce serait stupide de les enterrer trop tôt. Et d'ailleurs, il y a un petit Knicks Celtics début avril, je crois. Ouais, c'est ça, le 9 avril. Ça va être intéressant de voir ça, je pense.
Surtout que ça peut être également là important Décisif. ouais, pour le classement. Là aussi, il y a des choses qui se jouent. Donc, Ah mais il y a carrément des choses qui se jouent, parce que si Détroit finit la saison sans Kate Cunningham, là, je peux te dire que les 4 défaites d'écart qu'il y a entre Détroit et Boston, ça 3,5, ouais. ouais, c'est ça peut très vite fondre, C'est mais rien, vraiment très très vite, ouais. mais carrément. Et il y a 2,5 matchs d'écart entre les Knicks et Boston. Donc, tout ça se joue encore et la tension, je pense elle va durer jusqu'à la fin, quasiment les derniers matchs à l'Est, Eh ben, c'est tant mieux. tel qu'on est parti. Jalen Williams sera-t-il en forme pour les playoffs, Charlie? C'est difficile à dire tant qu'on sait pas à quel moment il va revenir sur les parquets, hein. L'avantage pour OKC, c'est qu'en théorie, ils vont avoir un premier tour qu'on peut dire a priori assez tranquille face à une des équipes du play-in, donc il n'y aura pas d'urgence, ils vont pouvoir prendre leur temps pour lui permettre de monter en puissance. Visiblement, eux sont assez optimistes sur le fait qu'ils puissent reprendre du rythme à temps. Je crois que je sais plus quel insider a dit ça, je crois que c'est Tim McMahon qui avait évoqué ça, mais Ouais. en tout cas, Denio en a parlé aussi, a dit qu'il faisait des progrès, alors on va espérer que ça tarde pas trop, parce que c'est jamais une bonne nouvelle d'avoir un joueur important sur le flanc à quelques semaines des playoffs, mais bon, il reste suffisamment de temps, et surtout OKC a un effectif qui est tellement large que ils ont pas besoin, ils sont pas dans l'urgence, ils vont pouvoir prendre leur temps pour lui faire reprendre le rythme. Enfin, je me fais pas trop de soucis pour eux. Donc oui, je pense qu'il sera en forme pour les playoffs, peut-être pas pour le début des playoffs, mais en tout cas, je pense que d'ici au final où le Thunder est attendu, ça devrait le faire. C'est assez taré que ce gars, c'est quand même leur deuxième meilleur joueur. Oui, Et il n'y a pas une pointe d'inquiétude par rapport à tout ça, quoi. mais non. Les Non mais gars c'est fou. sont dominants quoi qu'il arrive. Parce qu'il a Et joué Tim quoi? Il a McMahon, joué. ça me fait marrer parce qu'il soulignait le fait que du côté du front office du Thunder, ça pipe pas un mot sur la blessure de Jalen Williams. Il n'y a aucune idée de quand est-ce qu'il va revenir. C'est assez classique, hein. Le Thunder, ils sont connus pour pas être très... Ouais, il met tout le monde en day-to-day. Ouais. Puis ils ont une relation avec les médias qui a toujours été très compliquée. Ils sont vachement dans la rétention d'informations. Ils aiment pas du tout communiquer sur les choses qui se passent en interne comme ça, des informations que eux veulent gérer de leur côté sans que les médias viennent s'en mêler. Et donc il y a toujours eu cette relation-là et c'est assez drôle. Et donc là, effectivement, on a très très peu d'informations sur l'état de forme actuel. Alors Tim McMahon a dit qu'il avait vu, qu'il avait pu assister à un entraînement, je crois, du Thunder et qu'il avait vu que Jalen Williams n'était pas du tout impliqué dans les exercices qui permettraient de dire ah bah tiens, c'est imminent, son retour est imminent. Donc on va devoir attendre et effectivement, ça n'a pas l'air d'être dramatiquement important pour l'instant pour cette franchise, quoi. Non, non, c'est ça. Ouais. Mais effectivement, c'est fou de se dire que ce mec-là, il a joué même pas 30 matchs cette saison, et Ouais, bah, il y a aucun problème, en fait, hein. Il y a pas ouais, de moindre problème. ouais, complètement. Y a-t-il un monde où Victor Wembanyama gagne le MVP cette saison, Charlie? Bah écoute, il est deuxième du dernier MVP ladder publié par le site NBA.com, donc je vais pas te dire que c'est absolument impossible, hein, ça n'aurait pas de sens. Oui, techniquement c'est possible, moi j'y crois pas. Déjà, s'il est éligible pour les récompenses, ce dont on n'était quand même pas sûr du tout il y a pas si longtemps, bah pour moi il aura le défenseur de l'année, le MVP. Je pense que la tendance, c'est clairement que Shai Gilgeous-Alexander fasse le doublé. Il a une tête au-dessus de tout le monde, je pense au moins dans l'esprit des votants. Mais honnêtement, la perf de Wembanyama est folle, hein. Rien que s'il termine sur le podium MVP, c'est hallucinant. C'est sa troisième saison, il joue moins de 30 minutes de moyenne. Enfin, ça fait tellement rêver pour la suite, honnêtement, c'est incroyable. Les Spurs ont un net rating de plus 15,7 quand il est sur le terrain, minus 0,2 quand il est en dehors du terrain. Comme tu l'as dit, c'est le meilleur défenseur de la ligue. C'est Pas de presque. débat. Ouais, il y a pas de débat, clairement. Tant qu'il est éligible à ce trophée, il l'aura. Pour le MVP, j'ai trouvé qu'il y avait parce que c'est un débat donc qui agite beaucoup de médias américains actuellement, qui cherchent peut-être aussi des sujets à traiter, mais je trouve ça assez amusant dans le fait que euh, c'est pas totalement, ça je l'ai déjà dit, hors de portée que les Spurs, on sait jamais. C'est pas impossible que les Spurs parviennent à faire leur. Ils sont toujours sur les talons du Thunder au Ouais, classement. ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas totalement hors de question qu'ils puissent éventuellement les talonner, voire, et vu qu'ils ont le tiebreaker,
s'ils ont le même record, ils auront la première place à la conférence Ouest. Et Donc, ils ont un calendrier qui est assez tranquille, il me semble, sur la fin. voilà. Donc, est-ce que dans cette configuration-là, admettons les Spurs arrachent au dernier moment de la saison, parce que le Thunder style, ils ont levé le pied, ils se sont dit, vas-y, c'est bon, on va reposer les superstars avant de commencer les playoffs. Admettons qu'ils arrivent à couper à coiffer le Thunder sur le poteau pour la première place de la conférence Ouest. Sachant qu'ils ont battu le Thunder cette saison, euh, c'est sur quasiment toutes les rencontres. Je crois qu'ils ont perdu qu'une seule fois. Ouais, ils ont face au perdu Thunder. au moins une fois, ouais. Ouais. Est-ce que ça jouerait pas, ça? Écoute, C'est con parce que les matchs sont très éloignés. Donc, vu qu'on est pris dans l'instant à chaque fois, les gens se souviennent plus vraiment de ça. Donc, je sais pas si c'est un argument quelque part. Mais la question est fascinante, je trouve. Et comme tu l'as très bien dit, Victor Wembanyama, et ça on l'a dit et redit et redit dans le podcast, mais les Spurs et Victor Wembanyama, c'est une histoire, c'est l'histoire la plus folle de la saison, clairement. Il faudra jamais minimiser ce qui est en train de se passer cette saison, du côté de Victor et du côté des Spurs. Jamais de la vie. Ce mec est en train de confirmer les attentes. On est quasiment sur du LeBron James aujourd'hui concernant Victor Wembanyama. Le gars arrive dans la ligue avec le poids des attentes et tout le monde est là à dire ah rendez-vous compte, rendez-vous compte. Il est en train de confirmer tout ça, ce mec, avec une ouais, oui, aisance oui. ça me fascine, ça me bluffe. Non, mais il est incroyable. Moi, j'avoue, en fait, je pense que même si les Spurs passent devant OKC, je pense que Shai Gilgeous-Alexander l'aura parce que, en fait, il fait des perfs trop impactantes. Enfin, tu vois, c'est son match à 35 points, 15 passes contre Denver. Dans la foulée, il en remet 35 contre Boston. Là, il y a 2 jours, il en met 40 contre Orlando. Tu vois, je pense que ces perfs individuels sont trop marquantes dans l'esprit des votants pour que Wemby puisse passer devant, même si les Spurs prennent l'ascendant. Bon, écoute, on verra. Moi, je serais ravi, hein, franchement, hein, s'il est MVP pour sa 3e saison dans la ligue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, c'est de Faut la changer folie. le terme valuable parce qu'en termes de valuabilité, Wembanyama, c'est difficile de faire plus valuable que lui, quoi. Oui, je suis d'accord, mais ce serait pas la première fois, tu vois, Non, effectivement. non, non, ça marche pas du tout comme ça, effectivement, le titre de MVP. Ouais. Mais donc non, voilà, moi j'y crois pas, mais je trouverais ça incroyable. MVP sur sa 3e saison, ouais, je trouverais ça fou. Le Ouais. chemin d'Eric Rose, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Cette équipe des Spurs. Heureusement qu'il y a les Spurs dans ma vie parce que s'il y avait que les Nuggets, je serais en dépression totale. Très sincèrement. je... merci les Spurs, merci Victor. Est-ce que Steph Curry devrait mettre fin à sa saison, Charlie? Non, non, il Moi, faut prendre aucun risque. moi, je pense que oui. Moi, Mais je pense qu'il faut pourquoi? arrêter. Parce que faut arrêter cette histoire là. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux Mais qu'ils aillent faire les Warriors? bah, jouer un play-in, éventuellement jouer un premier tour de playoff. Ouais. Tu penses Mais, que ça vaut le coup d'aller ah, mais ça veut dire que Steph Curry, s'il peut pas viser le titre, il doit prendre sa retraite? Mais non, pas viser le titre. Mais là, en termes de santé, je pense que je sais pas. Moi, j'enlèverais j'arrêterais les frais. Pour Je prendrais moi, pas le risque que le gars se non blesse mais voilà. plus en avant, à l'âge qu'il a. Enfin, je veux dire, je sais pas. Non mais ça là-dessus, on est d'accord. Ça, Je c'est un trouve que cette prérequis. saison ne sert à rien. Peut-être que je suis un pessimiste. Je suis peut-être un gros pessimiste là-dessus, mais je trouve que ça sert à rien d'aller. Mais en fait, ça sert à rien pour nous en tant qu'observateurs et que fans. Pour Steph Curry, c'est peut-être son avant-dernière saison dans la ligue. Et moi, je t'avoue, j'ai un peu l'impression que ce mec-là, il aime jouer au basket. Donc, je pense qu'il a pas envie, en fait, T'as de se raison. priver de cette fin de saison. Alors, Et il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit exactement. récemment. Ouais. Alors, le prérequis évident, c'est bien sûr de ne prendre aucun risque. Mais s'il a la possibilité de revenir cette saison, moi, je vois pas pourquoi il s'en priverait. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie de profiter de chaque moment où il est sur le parquet. Et moi, j'avoue qu'en tant que fan de NBA, que suiveur, j'ai envie de profiter de chaque moment où Steph Curry est sur le parquet. Donc, s'il peut revenir sans prendre de risque de rechute, sans prendre de risque de complications, ouais, moi, j'ai envie de le voir sur le parquet. J'ai envie qu'il joue le play-in avec son équipe. J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. La seule donnée, elle est physique. S'il est totalement guéri de son souci au genou, je vois pas pour quelle raison il ferait l'impasse sur le reste de la saison.
Et voilà, s'il joue le play-in avec Steph Curry, je pense même qu'ils peuvent sortir de ce play-in. Donc oui, s'il le peut, pour moi, il doit revenir. Sauf évidemment si ça met la saison prochaine en péril, mais je vois pas pour quelle raison ça serait le cas. Donc ouais, moi je pense que s'il n'y a pas de prise de risque importante, il doit revenir. Et tu vas voir qu'il va pousser le Thunder dans une série à 6 matchs, un truc comme ça, avec 2-3 performances Bah franchement, légendaires. ce serait trop bien, tu vois. Et puis Ça serait bien, ouais. ce serait génial à voir. Hein. Ouais, t'es en train de me faire changer d'avis, Charlie. Encore une fois, hein? Tu sais trouver les bons mots C'est parce pour. que de temps en temps, t'es trop pragmatique, en fait. Tu vois, de Mais temps en temps, complètement. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Des fois, je suis relou de pragmatisme. en fait, de temps en temps, il faut juste se dire, tu vois, on doit aller regarder les matchs de Golden State, en plus, toi et moi, pour le podcast. Est-ce qu'on préfère pas qu'il y ait Steph Curry, quand même? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais il y a des petits moments sympas, là, avec Podolski et tout ça. Ouais, bah, ils se font des Porzingis, choses là, qui tout d'un intéressantes. coup, je sais pas, tout d'un coup, le mec renaît de ses cendres, là. Ah, je suis en forme, ok. Je comprends rien à Porzingis. Ce Je mec, suis en forme, profitez-en tant que ça dure. je ne comprendrai jamais la carrière de ce type. Ça me fascine. Est-ce que le dernier mois, dernière question, et après on plie boutique, est-ce que le dernier mois qui vient là peut changer quelque chose dans la relation entre Giannis Antetokounmpo et les Bucks, Charlie? Bah non, hein. Enfin, en fait, je vois pas quel élément pourrait tout changer. Moi, j'ai même plutôt l'impression qu'on est toujours dans une période où il y a des dissensions entre la franchise et lui, des problèmes de communication. Je veux dire, Shams Charania, notamment, parce que c'est pas le seul, a expliqué qu'il y avait des désaccords entre la franchise et Giannis au sujet de sa gestion, la gestion de sa fin de saison. Et Les comme quoi, Bucks, eux, ils voudraient qu'il soit mis au frigo. ouais, c'est ça. Est-ce qu'on vient de dire par rapport à Steph Curry quelque part? Exactement, ouais. C'est que moi, je suis un peu le front office des Bucks. Je dis, non, faut te mettre au frigo, Steph et tout. Et voilà, t'es Giannis et tu dis, bah non, allez vous faire cuire un œuf. Il est hors de question que je reste. Et je trouve cette problématique inutile entre les Bucks et Antetokounmpo. Je Bah trouve ouais, ça. c'est non mais moi surtout ouais c'est ça, c'est qu'on on est encore dans une période de désaccord entre les deux et quand il est interrogé sur le sujet, Doc Rivers ça a pas du tout l'air de savoir ni ce qu'il en est ni quoi dire. Alors évidemment ça peut être de la communication, mais franchement j'ai vraiment pas l'impression qu'il soit décideur sur ce dossier. Bon écoute, quoi qu'il arrive, là, il est out pour au moins une semaine de plus, il me semble. Donc, on verra bien s'il revient d'ici la fin de saison. En fait, dans l'absolu, on peut se demander pourquoi Giannis veut tellement jouer. Et si c'est juste par passion du basket, bah moi, je trouve ça très bien. Maintenant, je comprends aussi les Bucks. Plus ils perdent sur cette fin de saison, mieux c'est. Je crois pas que, en fait, je crois pas qu'il y ait le moindre élément possible dans les semaines qui viennent qui puisse assainir cette relation. Je pense même que c'est l'inverse. Et je pense que, malheureusement, à notre grande dame, à tous les deux, on ne coupera pas un nouvel épisode du feuilleton de Giannis Antetokounmpo cet été. Ah non, mais clairement, je le redoute, tu peux pas savoir. Ah ouais, ça va être pénible. Avec Giannis qui dit je n'ai jamais voulu partir de Milwaukee Ouais. Après le trade, les images en pleurs et tout. Oh là là. et que derrière ça, on aura toutes les messes basses, tous les tacles par derrière, les rumeurs, les qu'en dira-t-on, un tel a dit ci, un tel a dit ça, et quel lien il a avec Giannis, et que pense le front office, et que pense le coach. Ouais, et puis les dizaines de théories d'insiders, là ça a déjà Ouais, commencé, hein, il y a quelques jours, là j'ai lu, non mais Giannis ne veut pas jouer avec un meneur dominant, il veut être le point central de l'attaque et tout. Ah mais s'il vous plaît les gars, attendez cet été, par pitié, laissez-nous souffler. et c'est ça qui est le plus drôle, je trouve. Tu sais, c'est ces espèces de listes de courses où le gars, il est là, ouais, je veux pas ci, je veux pas ça, mais moi, je veux ça et je veux ça. Ouais, c'est Et ça. après, il dit, mais attends, j'ai jamais dit ça, tu rigoles ou quoi? J'ai jamais fait de liste. Ah bon, mais ça fait 2 semaines qu'on nous bassine avec cette liste. Mais non, il n'y a pas de liste. Ouais. Et c'est épuisant, effectivement. Cet été, on est reparti pour un tango, là, avec Antetokounmpo et les Bucks. Et franchement, tu vois, je Pouah. parlais de Doc Rivers juste avant. Moi, je le critique même pas en disant ça. Hein. Je sais que je suis un hater de Doc Rivers et tout, mais franchement, quand Doc Rivers il est interrogé sur le cas de Giannis, t'as vraiment l'impression qu'il sait pas quoi dire. Il en est réduit à commenter des images d'IRM, quoi. C'est terrible. On sent bien que on sent bien qu'il sait pas trop s'il peut dire oui, non, on va le mettre au frigo, non, il va revenir. Enfin, vraiment, il est dans l'incertitude la plus totale, le pauvre. C'est quand même pas idéal. Hein. Ouais, une chose que je souhaite,
c'est que on verra cet été ce qui se passera. Pour le coup, en juillet, on sera, toi et moi, présents, du moins pendant une partie du de toute cette intersaison, là, de tout le début juillet où t'auras les transferts et tout. Ouais. Moi, tout ce que je souhaite, c'est au final que Giannis, tu vas rire, soit clair dans ses intentions. Oui, bah. J'espère que quand on arrivera à ce moment-là de l'histoire, il pourra dire, en tout état de cause, je reste où je veux partir. J'espère que ça va être ça. Qu'on va avoir un truc qui sera à peu près gravé dans le marbre et où on partira sur un truc solide. Et ensuite, voilà, quelles équipes éventuellement, si c'est son choix est de partir, vers quelles équipes il veut être envoyé. Mais voilà, j'espère que ça va pas traîner jusqu'à la mi-août ou je sais pas quoi, où on n'en verra jamais la fin, quoi. J'espère que ça sera pas ça. Écoute, moi je l'espère aussi, mais j'y crois pas en fait. Pour moi, si Giannis devait être clair, il l'aurait déjà été depuis un moment. Alors, en fait, moi, le seul espoir que j'ai sur le fait que ça aille vite, c'est le fait qu'en fait, le tout petit espoir que j'ai, c'est que les Bucks aient déjà choisi depuis maintenant un bon moment de le trader Giannis, et que s'il l'est pas encore fait, c'est tout simplement parce qu'ils savaient que cet été les offres seraient plus intéressantes. Donc oui. voilà, tu vois, Fois, ouais. en fait, voilà, j'en suis même plus à espérer que Giannis soit clair, j'y crois plus. J'espère juste que ça se finira vite, quoi. Et que ça se finira aux Lakers, Charlie, tu peux le dire. Tu peux le dire. Pourquoi pas, effectivement, ça ne me déplairait pas, ouais, ça ne me non. déplairait pas. Mais c'est sûr que, tu vois, quitte à ce que les Bucks aient le mauvais rôle, parce que c'est un peu ça finalement qu'il attend, Giannis, tu vois. Giannis, il attend surtout que son trade arrive sans qu'il ait besoin de dire je veux me barrer. Bon bah, ok, bah j'espère que les Bucks seront prêts à avoir le mauvais rôle alors, parce que sinon ça va encore durer des mois et des mois, cette histoire. En fait, je pense que c'est la partie la plus désagréable de toute cette histoire entre Giannis et les Bucks. C'est la gestion de l'image, c'est la gestion des relations publiques, c'est la gestion avec les médias. Et c'est raté, hein, parce que tu vois, à quoi je ressemble dans les médias, mais quel est le narratif que je veux imposer. Ouais, mais du coup, c'est raté, parce que moi, mon image de Giannis ces derniers mois, elle s'est effondrée. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il le fait mal, en fait. Bah oui, il le fait excessivement mal, il est mal conseillé, il est mal entouré. En fait, c'est surtout à quel point est-ce qu'il faut être naïf pour croire que dans la NBA de 2026, tu peux faire croire aux gens que tu veux pas te barrer. Enfin, tu vois, je veux dire, tout se sait aujourd'hui. Sur chaque franchise, il y a des dizaines, voire des centaines d'insiders qui communiquent au quotidien, qui ont des dizaines et des dizaines de sources dans l'entourage de l'équipe, dans l'entourage des joueurs et tout. Arrêtez d'essayer de faire de la communication, les gars. Genre, ça se sait, en fait. Mais surtout, je comprends pas vraiment l'utilité de tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il cherche à maintenir une image qui, de toute façon, sera difficile à froisser à Milwaukee. Oui. Le gars était champion. Oui. Il a gagné le titre. Il se barre pas comme un voleur en n'ayant rien gagné du tout. Ouais, je suis d'accord. Il leur a tout donné déjà aux Bucks. Il a pas besoin de faire ça. Alors, c'est probablement un moment désagréable à passer, mais il veut absolument cultiver cette image de non, je suis un mec loyal, non, moi je vais pas me lier avec d'autres superstars, sauf si elles cochent certaines cases, et ainsi. En fait, tout ça devient beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop, il y a un calcul qui devient vraiment fatigant, en fait. Et il y a plus de spontanéité, il y a plus rien de tout ça. Et je trouve ça regrettable, en fait. Et je comprends pas pourquoi il se donne autant de mal pour garder dans son effort de garder une image, non, tout va bien, et je veux que ce soit les Bucks qui portent la responsabilité, quoi. Je ne piche pas l'histoire. Complètement d'accord avec toi. Merci, Charlie, de m'avoir accompagné. Bah, écoute, avec plaisir. Et puis, bravo aux Lakers, hein. Ouais. Franchement. Pourvu que ça dure. Tu vas pouvoir me chambrer. J'espère que tu vas pas me chambrer tout l'été, là. Non, mais moi, je chambre pas pour de la saison régulière. Je te chambrerai que si les Lakers vont Denver en playoff. Mais si vous allez loin en playoff et que nous, on s'écroule au premier tour, comment tu vas... Alors là, par contre, ouais, je pense que tu vas passer un mauvais été. La danse du ventre que tu vas me faire, là. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, mardi matin, pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, un excellent week-end, et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.